Donc, aujourd'hui, c'est jeudi, et comme ça, chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ma thèse en synthèse, c'est quoi? Si vous n'êtes jamais venu, eh bien, c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex, où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Kumquat. Donc, Kumquat, Bonsoir. salut. Elle en est à sa troisième année de thèse dans un laboratoire de bioinformatique à Québec, en collaboration avec une industrie cosmétique, chut pas de marque. Avant sa thèse, elle a fait un master de bioinfo et de biostat à l'université Paris-Sud. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail son sujet et puis elle pourra faire sa présentation juste après. On ne se préoccupe bien souvent du vieillissement de notre peau qu'en en apercevant les premiers signes. Rides, taches, sécheresse, etc. Pourtant, il y a bien plus en jeu que ces considérations superficielles. La peau est le premier rempart contre les agressions extérieures. Sans elle, ce sont autant d'agents pathogènes, de rayons, de substances et autres éléments qui altéreraient notre intégrité corporelle. La diminution de cet effet barrière ainsi que l'augmentation des risques de maladies de la peau avec l'âge méritent qu'on approfondisse notre connaissance du vieillissement pour mieux contrer ces effets néfastes. Si les mécanismes à l'échelle tissulaire et cellulaire sont actuellement plutôt bien définis, on a plus de mal à les identifier à l'échelle moléculaire. Actuellement, l'étude des intensités d'expression de nos gènes, le nombre d'ARNM, entre les différentes tranches d'âge est une des méthodes privilégiées. En regardant les différences de quantité entre ces sous-échantillons, on a pu identifier des gènes impliqués dans diverses voies métaboliques ou régulation cellulaire. Cependant, malgré ces quelques gènes spécifiques, on peine à expliquer la totalité du vieillissement de la peau et les liens existants entre ces différentes altérations. Le sujet de thèse de Kumquat consiste à détecter de nouveaux gènes candidats pour compléter notre connaissance du vieillissement de la peau. Pour cela, elle réalise d'abord une analyse de coexpression de gènes en calculant un réseau d'interaction entre tous ces gènes, pardon, de coexpression de gènes. En calculant un réseau d'interaction entre tous ces gènes, elle est capable de regrouper ceux agissant préférentiellement ensemble. Ces groupes sont alors comparés entre ces mêmes sous-populations précédentes différentes pour identifier ce changeant. Elle étudie alors plus en détail le réseau interne, la cohérence entre les gènes regroupés et les interactions s'y déroulant. Kumquat, c'est à toi de présenter. Eh bien, c'est parti. Alors, on va reprendre un petit peu depuis le début. Et tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur la première diapositive, on va avoir une petite partie de la présentation qui va être interactive. Donc, tenez-vous prêts, gardez bien le petit lien que vous voyez, il va être complété par la suite. Alors, de jeune à âgé, ça résonne différemment chez vos gènes. Avec l'amélioration de la médecine de jour en jour, bien des maladies reculent, tandis que notre espérance de vie, elle, augmente. En fait, on a progressivement vu diminuer le taux de mort par maladie infectieuse, par traumatisme, au profit de mort par maladie cardiaque ou bien de cancer. Mais même ces dernières, en fait, ont leur jour compté avec l'avancement de la recherche en médecine. Mais on meurt encore. Et écoutez ça, une amie médecin me racontait même qu'elle avait traité une personne âgée lui disant être malade de vieillesse. Et si finalement c'était ça la dernière des maladies? Maintenant, si je vous dis vieillissement, à quoi vous pensez? Et on va commencer notre première petite partie interactive. Alors je suis désolée pour la rediffusion. Vous aurez une capture en fait de ce qui va s'afficher chez nos amis, à savoir un petit encadré dans lequel ils vont pouvoir me dire à quoi ils pensent quand je leur dis vieillissement, avec 3 réponses par personne. C'est à votre tour. Donc généralement, quand on vous parle de vieillissement, il y a quelques points communs que vous allez retrouver le plus souvent. Voilà, les cheveux blancs. Je vais vous commenter les réponses au fur et à mesure. La dégénérescence. Ah, on est déjà avancé avec ces termes-là. Les rides, évidemment. Un petit peu inspiré par la petite présentation d'avant. La baisse de libido, oui, pourquoi pas. Tout genre de choses. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais finalement, il y a la réponse qui m'intéresse le plus qui a été citée, à savoir les rides. Pourquoi on s'intéresse à la peau quand on s'intéresse au vieillissement? Eh bien parce que la peau, finalement, c'est le premier témoin visible de ce phénomène qu'est le vieillissement. Et si lotion, maquillage et autres subterfuges permettent de tromper votre entourage pendant quelques années, votre âge biologique, c'est-à-dire l'âge réel que vous avez, lui ne change pas.
Quel est le problème, me direz-vous? Vieillir n'est pas une honte. Et finalement, nos rides ne sont que le souvenir de nos émotions passées. En fait, le danger avec le vieillissement de la peau, c'est la dégradation progressive de ses différentes fonctions biologiques, dont la plus importante, faire barrière contre toutes les agressions. Votre peau, c'est un véritable bouclier contre les agressions extérieures. Sans cette protection, comme on le disait auparavant, c'est la porte ouverte à toutes sortes de pathogènes opportunistes, donc toutes les bactéries, tous les virus, de dégradation de l'ADN, notamment avec les UV qui vont venir avoir la méchante tendance à faire muter certaines bases dans votre ADN, et par la suite des lésions d'organes. Alors pour limiter les effets négatifs du vieillissement, mon job à moi, c'est d'étudier ces mécanismes qui malheureusement sont encore assez mal identifiés et surtout dans le cadre de la peau. En biologie, qui dit mécanisme dit encodage dans les gènes. Mais si vous souvenez bien de vos cours en biologie, ou si vous êtes un petit peu un amoureux de la vulgarisation, c'est pour toi Léo, vous savez que notre ADN ne change pas, ou presque pas à quelques nuances près. Alors finalement, qu'est-ce qui varie, qui n'est pas de l'ADN, mais qui contient tout de même l'information issue de l'ADN? Et là, je vais vous demander une deuxième fois votre avis avec des réponses auxquelles je m'attends de la part des personnes qui ont quelques petites bases en biologie et peut-être quelques surprises. Je vous avoue qu'en tant que chercheur, par moment, c'est un sacré exercice de retourner à l'étape où on ne sait pas. Donc qu'est-ce qui varie, qui n'est pas de l'ADN, mais qui contient tout de même de l'information issue de l'ADN? Ah ouais, non, mais alors là, vous êtes vraiment trop bon en fait. Les premières réponses qui s'affichent, ARN évidemment. Et parmi les autres réponses, on va avoir phénotype, les cellules, le café, pour une raison que j'ignore. C'est très important le café en thèse, mais ce n'est pas le sujet actuellement. Les livres. Donc bon, la bonne réponse effectivement, c'était l'ARN. Et plus particulièrement en fait, les ARN messagers. Les ARN messagers, en fait, c'est des véritables photocopies de certaines sections de votre ADN, ces sections étant des gènes. On les nomme ainsi, en fait, parce qu'ils sont chargés de transporter le message de l'ADN à toute la machinerie cellulaire, donc véritablement un petit messager. Dans le cadre de ma thèse, en fait, ça va être mon matériel de base, mon substrat. Je vais m'intéresser aux variations du nombre de copies, donc au nombre d'ARN messagers pour chaque gène entre les peaux jeunes et les peaux âgées. Alors ça peut paraître simple comme ça et juste relativement pauvre en informations, mais moi je vous jure, il y a beaucoup à en tirer. Je ferai pas une thèse de 3 ans, sinon 4 ans dessus. Alors pour ça, en fait, en tant que bioinformaticien, on a habituellement un outil préféré. C'est un outil qui s'appelle l'analyse d'expression différentielle. C'est un vilain gros mot pour finalement dire qu'on cherche à estimer quels gènes vont être surexprimés par rapport à la moyenne, donc c'est-à-dire avoir un nombre de copies plus élevé que la normale, ou à l'inverse, sous-exprimés, tout en gardant une condition de référence. Moi, dans le cadre du vieillissement, ma condition de référence, ça va être les personnes jeunes. Désolée pour les personnes âgées. Alors, avec cette méthode, en fait, on ressort une liste de gènes qu'on dit associés à notre condition. C'est une liste de gènes qui va être caractéristique des gènes impliqués dans le vieillissement en théorie. Vient ensuite l'analyse bibliographique en fait, de tous ces gènes, de comparaison avec des bases de données pour trouver le plus d'informations possible sur ces gènes et comprendre ce qu'ils font, comment ils impactent en fait, dans le vieillissement. C'est long, c'est fastidieux. Et puis, même à la loupe de ces différents gènes, en fait, on n'est pas encore capable d'expliquer la totalité du vieillissement. C'est un peu comme s'il manquait des parties du puzzle. Alors moi, j'ai une autre technique, et je vais vous faire une jolie petite métaphore pour vous aider à la comprendre. Imaginez que vous êtes dans un hôpital et qu'on vous demande de retrouver tous les médecins parmi l'intégralité des personnes dans l'hôpital. Alors vous allez chercher ceux qui ont le plus d'éléments distinctifs du médecin. Stéthoscope, badge, blouse. C'est ça l'analyse différentielle. Et puis, vous allez regarder comment identifier des personnes qui n'apparaissent pas comme des médecins, mais qui en sont tout de même. Moi, ma technique, c'est de regarder avec qui ils discutent, avec qui ils vont manger, et avec qui ils partagent ces résultats. Avec ça, je vais faire en fait des relations, des interactions, et m'en servir pour retrouver les personnes qui n'ont ni badge ni stéthoscope, mais qui pourtant sont des médecins. Ce que je viens de vous expliquer,
c'est finalement exactement ma méthode, l'analyse de co-expression. Remplacez mes médecins par vos gènes et vous obtenez ce réseau de gènes qui va me permettre de compléter la connaissance sur le vieillissement de la peau. Alors mon beau réseau, une fois obtenu, je vais chercher à grouper les gènes les plus co-exprimés, c'est-à-dire en fait ceux dont le nombre d'ARN messagers change de façon la plus simultanée. Ces petits groupes, on les appelle des modules et ils sont alors analysés de plusieurs façons. On peut d'abord avoir un équivalent en fait de l'expression différentielle, mais à l'échelle de groupes de gènes. Et évidemment, le nom de cette méthode, c'est l'analyse différentielle de coexpression. Mais bon, ça aurait été dommage de s'arrêter là, de reprendre juste une ancienne méthode, de se servir de groupes de gènes plutôt que de gènes, et d'avancer la connaissance là-dessus. On n'aurait pas assez d'informations. C'est une piste supplémentaire. Une deuxième méthode, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'analyse d'enrichissement fonctionnel. Et alors là, c'est un petit gros mot, hein, je sais, vous allez être un petit peu comme ce mignon, mais je vais aller dans le détail pour que vous compreniez bien. L'enrichissement fonctionnel, en fait, ça consiste à prendre les gènes qui sont à l'intérieur du module, donc nos gènes qu'on a identifiés comme d'intérêt, et de comparer ça par rapport à la liste de gènes d'une fonction biologique. En regardant ça, en fait, on va regarder si on a une certaine probabilité que notre liste de gènes corresponde à cette fonction biologique, ou bien est-ce qu'on les a obtenus par hasard. Et on va tester ça pour toutes les fonctions biologiques qui sont connues. Ces jolies petites fonctions biologiques étant habituellement rangées dans des gentilles bases de données issues de la littérature scientifique de ces dernières années. Alors, si j'ai suffisamment de gènes, au sens du test statistique, si j'ai suffisamment de gènes qui sont représentatifs de ma fonction biologique, on va considérer que ce groupe de gènes est enrichi pour cette fonction biologique. Et finalement, ce que ça va vouloir dire, c'est que les gènes impliqués là-dedans vont probablement cette fonction biologique qu'on a pu identifier, donc par exemple l'insynthèse d'une certaine protéine, un mécanisme de méthylation, donc c'est un mécanisme de régulation en fait dans la transcription, vont être impactés dans le cadre du vieillissement. Une autre méthode qui va exister, et c'est celle qui est finalement la plus représentative de ma thèse, c'est l'analyse topologique. Alors là encore une fois, gros mots, tout ça, mais je vais aller dans le détail, je vais vous expliquer. Les réseaux de gènes, ils ont plusieurs particularités d'un point de vue conformation. Et c'est ça la topologie finalement. C'est l'organisation de notre réseau, c'est comment il est lié entre eux, est-ce qu'il y a des motifs qui s'y détachent, comment ils s'organisent. Alors, une première analyse que je fais, moi généralement, c'est l'analyse de motifs, de patterns en anglais. Si on a des boucles, si on a des gènes en parallèle qui vont se retrouver reliés aux mêmes, ce genre de choses, ça va m'indiquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains comportements à l'intérieur de la régulation de mes ARN messagers, justement. Et enfin, une autre méthode, ça va être la détection de gènes clés, qu'on dit gènes centraux, en fait, des hub genes. Ce sont des gènes qui vont être tellement importants dans mon réseau que si on les supprimait, et c'est-à-dire que si dans votre corps humain on supprimait ce gène pour tester, et le vieillissement en serait beaucoup affecté, en bien comme en mal. Alors finalement, c'est pour quand l'immortalité? Bon, on a encore un petit peu de marge, malheureusement, désolée. Je serais probablement morte avant ça. Mais en attendant, je travaille toujours à ça. Moi, ma méthode, finalement, en combinant les 3 analyses que je vous ai présentées sur mes réseaux de gènes, ma job, c'est principalement de détecter des nouveaux gènes candidats. C'est détecter ces fameux docteurs invisibles qu'on n'avait pas vus dans notre métaphore d'avant. Et c'est finalement trouver des nouveaux gènes qui vont être présents dans des fonctions biologiques qu'on ne pensait pas associées au vieillissement. Et peut-être avec ça, construire une nouvelle molécule qui va venir comme perturber, arrêter, augmenter certaines fonctions biologiques qui sont responsables du vieillissement. Une que vous connaissez particulièrement, c'est la sénescence cellulaire, qui finalement veut simplement dire que chacune de vos cellules a un nombre limité de duplications et après ça, elle meurt.
Et ben moi, actuellement, ma thèse, j'ai une petite piste là-dessus. Et avec un peu de chance, si vous êtes là sur le Discord, je vous enverrai les résultats prochainement. Si jamais vous voulez pousser l'investigation un petit peu plus loin sur le vieillissement, il y a une très belle vidéo que je vous recommande de PhD Comics. Évidemment, les doctorants comprendront la référence. Et pour ceux qui seraient intéressés vraiment par l'aspect un peu plus statistique derrière et un peu plus technique, il y a une très bonne vidéo d'une conférence sur la coexpression. Enfin, si globalement ça vous a intéressé de bidouiller de la biologie avec de l'informatique et des statistiques, je vous invite à aller regarder le blog bioinfo-fr où vous trouverez plusieurs articles à la fois du débutant à l'expert. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, on peut l'applaudir, hein. Très bonne présentation, très clair. Hop. Du coup, je vais ouvrir le bal des questions en attendant qu'on aille tous en salle d'attente. Sur une question un peu simple et peut-être un peu lointaine, voire à côté de la plaque, moi de ce que je connais sur l'ADN et sur les nouveautés qu'il y a, je connais CRISPR-Cas9. Et Oui. est-ce que l'idée de tes études, c'est d'utiliser ce genre d'outils pour justement modifier notre capacité à vieillir en quelque sorte? Alors, CRISPR-Cas9, finalement, c'est un outil moléculaire. Finalement, c'est comme si tu avais des ciseaux. Moi, ma thèse et mon domaine d'étude, c'est la bioinformatique. Donc, c'est-à-dire que je vais aider les biologistes à trouver où est-ce qu'ils vont devoir couper et comment ils vont devoir couper dans l'ADN, justement, avec ces ciseaux moléculaires. Mais heureusement pour moi et heureusement pour les biologistes, je ne vais pas retourner à la paillasse, comme on dit vulgairement, pour me servir de ces ciseaux moléculaires. Mais tout à fait, ça pourrait être une méthode employée une fois qu'on aura identifié certaines fonctions biologiques à travailler au corps. Ok, merci beaucoup. Donc on commence avec le haut de la file. Aouli, si tu veux poser ta question, je t'en prie. Ouais, moi je suis. Salut, merci pour la présentation. Je suis arrivé un peu en retard à la présentation. T'as dit que tu recherchais du coup des modules de gènes et voir ceux qui étaient co-exprimés. Et Oui. avec cette technique, du coup, on n'a pas peur de voir une différence entre par exemple, les ARN messagers et la production véridique en protéines entre l'ARN et la protéine. Il y a forcément une disparité en termes de production protéique, non? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors la coexpression, c'est une méthode qu'on dit probabilistique en fait. On va avoir une probabilité de capturer plus d'ARN qui sont impliqués dans le vieillissement, mais à côté de ça, effectivement, on va capturer aussi des ARN qui sont pas, voire peu liés à cette condition. Donc une autre technique qui existe finalement, c'est une variation de la coexpression en transcriptomique. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la transcriptomique, c'est simplement l'étude des ARN messagers. On a une variante de la transcriptomique en protéomique, c'est-à-dire regarder les protéines qui sont co-exprimées. Malheureusement, l'intérêt est beaucoup plus limité parce que on connaît une méthode expérimentale qui nous permet d'avoir l'équivalent de la coexpression mais réelle, c'est-à-dire les réseaux d'interaction protéine-protéine où on va faire des méthodes comment vulgariser ça, du chip sec ou ce genre de choses qui vont nous dire vraiment telle protéine elle interagit avec telle protéine. Donc on va avoir si je parle en termes statistiques, en fait, on va avoir une distribution de la quantité d'ARN qui va pas nécessairement avoir une distribution égale en termes de protéines. Ok, merci. Pour le moment, c'est tout. Si j'en ai une autre, je me débuterai. Merci pour ta question. Je vois que Horizon vient d'avoir une question. Bien, je t'en prie. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation qui était vraiment très très claire. Ça, il n'y a pas à dire. Merci. Et en fait, ça va être la même question que je posais. La première version, de la manière de la poser, c'est la version idiote. Si je regarde mes parents, mes grands-parents, que je regarde à quel point leur peau est abîmée du fait du vieillissement, est-ce que je dois déduire que ma peau ressemblera à ça quand j'aurai leur âge, puisqu'après tout, je suis leur fils? Et en fait, derrière, ma véritable question, c'est dans quelle part le vieillissement de la peau peut être rapproché des gènes, donc de nous-mêmes,
et de l'acquis, du vécu? Ah. Ça, c'est une grande question. Effectivement, je l'ai simplifié. Hein, je travaille en biologie, en fait, on peut pas prendre l'intégralité des paramètres en compte. Évidemment qu'une peau, c'est pas juste l'expression de ses gènes. C'est d'ailleurs tout un champ d'études, l'épigénétique et ce genre de choses. Donc oui, je suppose que quand tu poses cette question, en fait, tu penses notamment au vieillissement photonique, donc les UV qui viennent frapper la peau, l'environnement qui va venir impacter sur le vieillissement en bien comme en mal. Donc oui, c'est simplifié de prendre uniquement des gènes. Typiquement, moi, sur les données sur lesquelles je travaille, c'est des prélèvements à l'intérieur du bras, donc qui sont peu exposés aux UV, qui nous permettent d'avoir, comment dire, un échantillon vanilla qui en théorie sera très peu exposé à cet environnement UV ou même à d'autres endroits de la peau où la peau est particulière en fait. Typiquement, vous avez des poils partout sur le corps, mais genre partout, même des endroits où vous les voyez pas, sauf sur les mains et sur l'intérieur des mains et sur le dessous des pieds. Typiquement, c'est un type d'échantillon que je pourrais pas prendre pour étudier parce que c'est encore un cas particulier de la peau. Donc, on essaie d'avoir des échantillons les plus vanilla possibles, mais il y aura toujours l'impact de l'environnement. Ok. Après, est-ce qu'on peut espérer que si tu as un échantillon qui est suffisamment grand, tu peux essayer d'avoir une version moyenne de ce vieillissement, c'est-à-dire que ton environnement, c'est l'environnement moyen? Ah, ça pourrait, mais oui et non, parce que là, tu vas avoir un réplica, deux types de... En fait, on appelle ça des réplicas biologiques, mais tu as même deux types de réplicas biologiques dans ce que tu sous-entends. Tu vas avoir un réplica biologique individuel, au sens où tu vas prendre un même individu, mais que tu vas le prélever à différents endroits. Mais en vrai, pour avoir la bonne puissance statistique, pour pouvoir moyenner l'impact de toutes ces variables, il faudrait faire un réplica biologique sur différents individus. Donc ça voudrait dire que... Mais après, si tu me trouves ça, moi je suis d'accord. Il me faut des gens qui sont d'accord pour que je les prélève à différents endroits quand ils sont jeunes, quand ils sont âgés, et moi je te fais la meilleure analyse statistique possible si tu me trouves, allez, je vais être gentil, une centaine de personnes comme ça. Demande sur le Discord. Hein. Ah, bonne idée. Par contre, il va falloir attendre parce que je suis pas sûr qu'on soit tous vieux. Mais d'ailleurs, question associée, t'as combien de personnes dans ton échantillon? Alors, j'ai plusieurs jeux de données en fait. Comme je suis dans un laboratoire de bioinfo, j'ai plusieurs types de jeux de données. J'ai 3 jeux de données publics qui sont respectivement donne les chiffres exacts, de 48 personnes, 200 quelque chose et encore une centaine. Et à côté de ça, pour des recherches bien plus spécifiques sur le vieillissement le vieillissement journalier entre guillemets de la peau qu'on appelle le renouvellement, j'ai un modèle de reconstruction épidermique, donc de peau où on a prélevé une seule couche, à savoir la couche basale, qui est celle qui vient reproduire en fait toutes les cellules de l'épiderme que vous voyez et qui reproduit petit à petit ces cellules. D'accord. Et juste, toute dernière question, après je laisse la place. Est-ce que la taille de cet échantillon, tu estimes que c'est suffisamment grand pour la génomique à proprement parler, donc indépendamment de la question environnementale? Tu estimes qu'il faudrait plus de monde ou pas? Par rapport à ce que j'ai là actuellement? Ouais. La vision statisticienne me dirait que c'est jamais mauvais d'avoir plus de monde. Après, le problème, c'est que y a la réalité biologique pour les personnes qu'on a biopsées, donc à qui on a prélevé des échantillons de peau. C'est des études que je n'ai pas moi-même menées. Je récupère les données qui sont publiques, que vous-même, hein, même en tant que non-chercheur, vous pouvez récupérer et jouer avec. Et concernant le modèle de reconstruction épidermique, là, c'est beaucoup plus compliqué. On fait appel vraiment à de l'ingénierie. De l'ingénierie cellulaire et tout, c'est des produits qui coûtent extrêmement cher, ce sont des méthodes qui coûtent extrêmement cher, donc là on est vraiment réduit en termes d'échantillons. J'aimerais en avoir plus, mais malheureusement l'argent, facteur limitant. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses, et puis merci encore pour la présentation. Merci. Alors, en question suivante, je vois qu'il y a Shizu qui attendait depuis un certain temps.
Effectivement. Ça correspond justement à la dernière affirmation que tu as faite sur le prix. Moi, j'entendais souvent que quand j'avais 15 ans, vers 2050, on atteindrait la sénescence ou l'immortalité. Maintenant, j'entends qu'il aurait fallu, depuis l'année passée, manifester beaucoup. Donc, au lieu d'aller pour le climat, mais plus pour la sénescence. Est-ce que toi, ça te paraît réaliste ou pas du tout ? Ça me paraît très compliqué en vrai. Le vieillissement, c'est multifactoriel. C'est pas comme étudier une maladie, par exemple issue d'une bactérie où il y a vraiment un point central. Le vieillissement, c'est la dégradation parallèle de beaucoup de fonctions biologiques. La sénescence, c'est en fait lié au raccourcissement des télomères, donc c'est en fait le bout de vos chromosomes qui raccourcit de plus en plus. Ça, c'est un facteur qui est connu, mais après, il y en a d'autres. Donc, les connaître tous, arriver à trouver pour chacun un moyen de les arrêter, c'est, à mes yeux, en tout cas, avec les technologies et les recherches actuelles, pas d'actualité. De là à donner, par exemple, tu as parlé de 2050, dire en 2100 ce sera réglé. Je ne suis qu'une petite doctorante qui découvre encore le monde de la recherche, donc reviens me voir dans 10 ans, j'aurai peut-être une réponse. Ok, c'est presque un rêve de gosse qui se détruit, mais à l'aise. Désolée. Merci pour ta question. Je vois que CXZ, tu as toi-même des interrogations. Je t'en prie, fais-en part. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette super fun présentation, très claire, hein, très bien produite, bien joué. Merci. Oui, j'ai laissé les autres parler en premier, comme ça je suis pas toujours le premier à poser les questions, ça m'arrange. Je voulais parler vite fait alors c'est toujours la question qui fâche un peu, parce que quand on est dans la recherche, on n'est pas forcément concerné par ça, mais est-ce que tu connais les débouchés de ce genre de travail, dans quel cadre tu t'insères là-dedans? Est-ce que c'est vraiment une question de comprendre ou vaincre la vieillesse, ou est-ce que c'est des trucs, des débouchés peut-être plus tordus que tu envisages, c'est un truc qu'on n'aurait pas envisagé, qui n'est pas ordinaire, ou est-ce que c'est complètement, vu que tu as l'air de t'intéresser surtout à la peau, un truc complètement dédié à la cosmétique? Alors, il y a... bien comment ça peut s'appliquer à la cosmétique en tout cas. Tout à fait. il y a deux choses que je vois. Il y a effectivement l'intérêt cosmétique, hein, parce que le vieillissement... Alors après, petite nuance, au cas où vous ne le sauriez pas, en cosmétique, contrairement en pharmaceutique, les entreprises sont limitées à des crèmes, des produits qui ne doivent pas passer la barrière épidermique. C'est-à-dire que la peau, c'est plusieurs couches, et l'épiderme, c'est uniquement la première. Donc, s'intéresser au vieillissement de la peau, c'est s'intéresser au vieillissement des deux couches, à la fois l'épiderme et le derme, et la cosmétique, elle va être limitée à l'épiderme. Donc, mon travail va les aider à développer des crèmes qui, par exemple, un des facteurs, c'est l'amincissement de l'épiderme par manque de renouvellement des cellules de l'épiderme. Pour renouveler les cellules de l'épiderme, il y a un facteur un facteur de croissance qui est connu, c'est l'acide ascorbique. Donc, des crèmes enrichies, par exemple, en acide ascorbique, ça s'est déjà vu, ça existe déjà. Et on pourrait imaginer, avec des nouveaux métabolites, des nouvelles molécules, faire un équivalent des molécules que j'aurais permis de détecter avec mes gènes candidats. Après, à côté de ça, je vois pas uniquement l'aspect cosmétique, et d'ailleurs, c'est pour moi pas l'objectif principal de la cosmétique. Je vois plus des personnes avec des phénomènes de vieillissement prématuré de la peau. Il y a plusieurs maladies en fait qui sont liées à des vieillissements prématurés, soit par des maladies génétiques, soit par une surexposition aux UV, et on pourrait imaginer un moyen de réparer justement ces peaux qui ont été surexposées aux UV. Je te prends un exemple. Moi, j'ai une peau qui est extrêmement claire. Étant plus jeune, je n'ai pas écouté ma maman. J'ai la peau des épaules qui est extrêmement vieillie. Si je la prends et que je la presse entre mes doigts, on dirait vraiment une peau très âgée. On pourrait imaginer une peau qui est... Parce qu'à cet endroit, elle est extrêmement fragile. Maintenant, la moindre coupure met énormément de temps à se réparer, à cicatriser. On pourrait imaginer un moyen de reconstruire cette peau. D'accord, donc ça serait pas seulement une manière de comprendre le vieillissement, ça serait aussi de l'inverser ou dans certains cas de rajeunir en fait, dans certaines zones. Parce que là, tout le problème avec la peau, on a tendance à penser le vieillissement comme une pente descendante. Là, ça serait non seulement stabiliser, mais même essayer de regagner un peu
en vigueur, je sais pas comment il faut l'appeler ça. En jeunesse. Dans l'idéal, oui. Voilà. D'accord, ok, carrément. Stopper, ce serait déjà un premier pas. Oui. Après, le rajeunissement, ça ouvre de toute autre perspective. Oui. De là à avoir une peau bébé, je ne pense pas non plus. Non, de toute façon, il n'y aurait plus la place. On a tendance à être un peu plus grand que des bébés à nos âges. Enfin bref, merci beaucoup pour tes réponses. Merci. Continuons dans toutes ces questions avec Ethan. Yep, merci pour ta présentation. Moi j'avais une question plus... comment dire ? Est-ce que il y a un facteur génétique au niveau de la répartition mondiale ? Est-ce que par exemple un gène va être, un groupe de gènes peut être meilleur dans une population précise à cause de facteurs environnementaux ou de facteurs sociaux, économiques, etc. Parce que par exemple, on sait que il y a de très vieilles personnes dans à peu près tous les pays, des centenaires, mais il y en a qui, du moins dans les reportages qu'on voit, ont l'air en meilleure santé et avec une peau moins dégradée que d'autres. Est-ce que ça peut être, est-ce que justement ces personnes-là qui viennent de ces régions-là seraient pas des échantillons plus viables pour essayer de trouver des réponses ? Alors, la réponse courte, oui. En version un peu plus longue, en fait, on sait que entre les différentes ethnies, entre les différentes peaux, couleurs de peau surtout, on a des vieillissements différents. Le cas le plus connu, c'est les peaux noires vieillissent moins vite que les peaux blanches, et les peaux asiatiques ont, elles, un espèce d'hybride où elles vieillissent très très peu au début et vieillissent ensuite d'un coup. Donc oui, s'intéresser à ces populations, c'est en fait, faut le voir un peu comme une grille. Tu vas étudier les différentes populations, tu vas étudier les différents environnements. Par exemple, une personne qui travaille majoritairement à l'extérieur, comme quelqu'un dans le bâtiment, ou par exemple une personne qui travaille uniquement dans un bureau, pas la même exposition aux UV, comme on le disait auparavant. Le croisement, en fait, de tous ces facteurs sur une population générale, ce serait l'idéal pour isoler individuellement tous nos facteurs de vieillissement. En pratique, c'est très compliqué. Le fait est que les études actuellement sur le vieillissement se focalisent principalement sur les peaux blanches, mais une fois que soit il y aura des études vraiment dédiées à la peau noire, soit une fois les études sur la peau blanche suffisamment confiantes, on pourra les appliquer sur les peaux noires pour voir les résultats. Mais oui, c'est évidemment très différent entre les différentes populations, ethnies et habitudes de vie dans le monde. Ok. Merci. Et on va passer à la question de Chuck. Je t'en prie. Ok. Déjà, merci pour la présentation. Allô. Merci. Je t'en prie. Et en fait, ma question, c'est... je suis peut-être un peu à côté, c'est sur l'utilisation des cellules souches pour contrer justement le vieillissement, y compris de la peau. Oui. Est-ce que du coup, on sait l'utiliser un petit peu aujourd'hui ? Où est-ce que ça en est ? Parce que effectivement, moi aussi, quand j'étais petit, on me disait que l'homme qui vivrait éternellement était né dans ce siècle. Du coup. Et toi, t'es pas du tout de cet avis-là ? Alors, je suis pas du tout de cet avis-là. Après, la science est globalement faite de consensus, mais peut-être que je me trompe, peut-être que d'autres personnes pensent complètement l'inverse. Du coup, ça peut arriver, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Moi, mon avis, c'est que pour le moment, on en est encore relativement loin. Là, en plus, moi, je me spécifie sur le vieillissement de la peau, mais le vieillissement, c'est global. Une fois qu'on a limité, comme je le disais au début, toutes les maladies cardiovasculaires, cancer, ce genre de choses, ce qui reste quand on meurt, le vieillissement, c'est la défaillance des organes. C'est les organes qui arrêtent de fonctionner.
La peau est seulement un de ces organes. Donc, moi, je vais peut-être, avec encore plusieurs années d'études, limiter le vieillissement de la peau, mais ça ne changera pas qu'à l'interne, tes organes vont continuer de vieillir. Et ils ne vieillissent pas pareil que la peau. Ensuite, pour revenir à ta question sur les cellules souches, malheureusement, je suis bioinformaticienne et j'ai pas encore assez de connaissances sur les cellules souches pour te répondre. Mais un biologiste pourrait probablement te répondre. D'accord. Parce que du coup, bioinformaticienne, en fait, ça pose aussi, de mon côté, la question quand est-ce qu'on saura programmer l'ADN, comme un programme informatique en fait. Alors, on peut déjà faire des chaînes d'ADN un petit peu comme on veut. De là à ce qui soit fonctionnel, c'est pas encore ça. Il y a, alors si je me souviens bien, c'est l'année dernière ou en début de cette année, une équipe qui a réussi à refaire un ADN bactérien à peu près fonctionnel. Mais même là, on en est loin. Et puis un ADN bactérien, c'est rien du tout en question de taille par rapport à l'ADN humain ou l'ADN d'une plante. D'accord. Et même du coup la partie responsable un petit peu de la peau, ça on saurait pas par exemple le modifier, le coder différemment chez un. J'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire. Pardon. Mais ma question est pas très claire pour moi déjà. Mais merci pour ta réponse. Merci. Ouais. Alors, continuons sur les questions avec la question de Jam. Bonjour, et déjà, merci beaucoup pour la présentation, j'ai appris beaucoup de choses. Ma question, en fait, elle est beaucoup plus dans l'optique biologique. Après, je mélange peut-être un peu tout parce que les connaissances s'arrêtent au lycée. Mais en fait, le fait d'arrêter le vieillissement, en gros, c'est de continuer, c'est le fait de faire en sorte de continuer tout ce qui est réplication et renouvellement cellulaire. Mais est-ce que c'est aussi, ça vaut aussi du coup pour le système de régulation, tout le système de régulation qu'il y a derrière? Ce que tu veux dire, c'est est-ce que permettre de poursuivre la réplication cellulaire, c'est finalement juste continuer d'avoir une bonne machinerie interne de la cellule? En gros, c'est ça, oui. Est-ce qu'on va continuer juste à répliquer et renouveler, ou est-ce qu'on relance aussi tout le système de régulation? Je dirais que ça va dépendre quelle stratégie on aura. Une fois qu'on aura identifié les fonctions biologiques responsables du vieillissement, ou en tout cas celles sur lesquelles intervenir, ça va dépendre comment on va choisir d'intervenir. Si effectivement c'est une histoire de régulation, on va intervenir dans le fonctionnement de la régulation. Si c'est juste, entre guillemets, une histoire de réplication qui sont finalement juste des mécanismes de régulation, on va peut-être s'attaquer à eux plutôt qu'à d'autres. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de vieillissement de la peau, quand on parle de réplication de cellules de la peau, il y a plusieurs types de cellules à l'intérieur de la peau. Celles qui peuplent majoritairement votre épiderme, ce sont des cellules qu'on appelle les kératinocytes, mais c'est pas les seules, et elles doivent se répliquer en un certain nombre, de la même manière que les autres cellules, par exemple les mélanocytes ou ce genre de choses. Si on s'intéresse à permettre de poursuivre la réplication, il faudra faire attention aussi aux quantités, en tout cas aux proportions de cellules qu'on pousse à répliquer. Du coup, dans la continuité de ce que tu as dit, est-ce que, du coup, ce serait possible de carrément changer de, entre guillemets, type de peau? C'est-à-dire qu'une personne qui a une peau blanche, si on modifie un peu ses proportions, cette personne pourrait avoir carrément une peau beaucoup plus foncée, et inversement? Alors là, c'est vraiment partir dans l'hypothèse très très loin. La première chose qui me chipote là-dedans, c'est que tu vas avoir une réponse immunitaire, à mon avis, c'est-à-dire que si tu forces à avoir un type cellulaire qui a en tout cas un type cellulaire qui n'est pas le tien initialement, tu vas avoir une réaction. Donc
C'est peut-être possible. Là, c'est beaucoup trop loin de mes connaissances, donc quand on ne sait pas, on se tait. Je vais plutôt préférer dire Joker sur ce coup-là. J'ai pas assez de connaissances. D'accord, ben merci beaucoup en tout cas. Si je peux me permettre d'intervenir sur ça, il y a déjà le vitiligo qui fait l'inverse, qui est une maladie de peau qui justement fait l'inverse, transforme les peaux noires en peau blanche. En l'occurrence, Michael Jackson était atteint de vitiligo. Et justement, c'est justement le fait que la peau se décolore, donc une peau noire devient blanche. Après, si c'est possible l'inverse, il faudrait demander à quelqu'un d'autre. Mais t'as des taches qui apparaissent avec... Enfin, des taches. Oui, si, des taches, des colorations foncées qui apparaissent avec le vieillissement, donc ça pourrait être comme un inverse du vitiligo. Mais le vitiligo, c'est surtout, alors de mémoire, hein, encore une fois, c'est pas mon domaine, un défaut de production de la part des mélanocytes dans ta peau. Tu sais, c'est les mêmes cellules finalement, sauf qu'il y en a une qui cesse pour une raison ou une autre de produire... Enfin, tes mélanocytes à l'intérieur de ta peau décident d'arrêter de produire de la mélanine. Donc en soi, c'est les mêmes cellules, c'est juste qu'il y en a une qui a décidé d'arrêter de fonctionner. Ok, ben merci à vous. Surtout merci à elle, hein. C'est elle la pro du sujet. Du coup, est-ce que des gens ont d'autres questions? Dis-je au ralenti. Moi, j'ai peut-être une question auquel tu as peut-être répondu, mais qui a été un peu dite là à l'écrit. C'est, admettons qu'on trouve des gènes qui nous permettent d'améliorer en quelque sorte le vieillissement de la peau, de rendre le vieillissement moins vénère. Comment est-ce qu'on ferait pour le rendre viable ou exprimable, pour que toute la peau puisse en profiter sur une personne vivante? Alors là, ça fait intervenir pas mal, je pense, la thérapie génique. Donc en fait, on se servirait, pour ceux qui ont jamais entendu parler de la thérapie génique, une des méthodes de la thérapie génique, en fait, c'est de prendre des virus, plus précisément des rétrovirus. C'est en fait des virus qui sont capables, à partir d'ARN, d'aller insérer dans notre ADN des petits bouts d'ADN. Et en fait, ces petits bouts d'ADN seraient responsables des changements... Encore une fois, là c'est extrêmement simplifié, serait responsable des changements du fonctionnement de nos cellules. Mais ça veut dire que le virus, il faut arriver à gérer déjà l'endroit où il va aller. Est-ce qu'il va vraiment aller que dans la peau? Est-ce qu'il va pas aller en profiter pour aller se balader ailleurs dans d'autres cellules de notre organe? Et est-ce qu'il va arriver à couvrir toute la peau? Et je vois les nanorobots dans le chat, pourquoi pas? Merci pour ce début de réponse. Après tout, hein, tu es sur un sujet qui est vraiment dans le... pas dans l'exploratoire en tant que tel, mais quasiment, en quelque sorte. Tu fais avancer la science. Il nous reste espère, encore... en tout cas. Oui. Je vois que CXZ a d'autres questions. Je t'en prie. Hein. Oui, une question que je comptais pas forcément te poser parce qu'en me la posant, je me dis que la réponse doit être putain de complexe. Je tente quand même. Super intéressé par l'approche que tu utilises pour localiser ces gènes qu'on connaît moins, qu'on connaît pas, qui pourraient être des docteurs sans stéthoscope ou badge. Donc j'ai bien compris que du coup les gènes pouvaient avoir des stéthoscopes et des badges. Tout à fait, ils sont charmants avec. Avec ça, parfait. Bleu et blanc, du coup, hein, j'imagine. Mais du coup, je me pose la question plus sérieusement. Quel genre de méthode on emploie pour faire ça? Comment justement ça s'exprime? Sous quelle forme ça prend? Tu utilises des produits marqueurs sur des échantillons vivants? Comment? Ah non, pas du tout. Alors, vous avez peut-être entendu parler de 23andMe et tout, c'est ce qu'on appelle des sociétés qui vont séquencer votre génome. Ouais, on a entendu parler de ces gens-là. Voilà, des gens très peu recommandables si vous demandez mon avis. Ensuite, ce qui se passe, c'est que eux, ils vont séquencer votre ADN. Moi, j'utilise, pour faire simple, un séquençage de l'ARN et des ARN messagers en particulier. Donc en fait, je vais avoir une machine. Pour ceux que ça intéresse, c'est du RNA sec, pas du microarray.
Voilà, je viens de lâcher 2 gros mots. C'est une machine qui va aller vraiment compter le nombre d'ARN qui sont produits et qui correspondent à un gène. C'est ce qu'on appelle en fait des transcrits. Tu peux avoir plusieurs transcrits pour un même gène. Et avec ces quantités qui finalement... En fait, moi, ceux avec quoi je travaille tous les jours, avant d'arriver à l'étape réseau, c'est vraiment des tableaux entiers où en ligne, j'ai mes individus, mes patients sur lesquels les prélèvements ont été effectués, et en colonne, les 15 000 gènes qui existent dans le génome humain. Parce qu'en fait, on va compter par gène le nombre de transcrits. C'est là où on arrive à pieds joints dans la bioinfo, quoi. Exactement. Et c'est ça qui fait ma thèse. Évidemment, quand on est en bioinformatique, on est obligé d'avoir un pied dans un bout de la fesse gauche sur la biologie, parce que, comme là, hein, comme vous, comme moi, ce qui m'intéresse, ça reste la composante biologique. C'est ça qui fait que j'ai eu une thèse, mais savoir comment on va l'étudier, quelle méthode statistique, quelle méthode informatique, puisque les études de réseau, c'est de la théorie des graphes, c'est de l'informatique, ça fait que j'ai une fesse droite quand même pas mal dans la stat et dans l'info, quoi. Ah oui, puis pas les études les plus simples. La théorie des graphes, c'est quand même un peu violent des fois. Un petit peu. Et comme le dit Maïdune, les stats, c'est bien. C'est bien. Tout à fait. Mangez-en, avec modération, mangez, bougez. Bayésienne ou non? Je me doutais qu'il y aurait eu quelques gros mots qui tomberaient pendant cette question, j'ai pas été déçu. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais du coup, en gros, toi, tu t'occupes pas du tout du séquençage, etc. Tu as directement des bases de données qui étaient déjà prêtes avant et tu viens piocher dedans, c'est ça? Pour mes 3 jeux de données qui sont issus de données publiques, oui. Je reprends vraiment juste des fichiers, pour faire simple, des fichiers Excel, même si c'est pas ça, sur le répertoire de fichiers de transcriptomique, donc qui s'appelle la Gene Expression Omnibus, pardon. Et pour le petit jeu de données pour les données qui sont issues de la peau reconstruite, qui est une collaboration avec une certaine entreprise, chut. Là, le séquençage, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il a été effectué par notre laboratoire. Et si vous avez des questions sur le séquençage, je peux répondre là-dessus. D'accord. Quelqu'un a des questions sur le séquençage, c'est le moment. Comment ça marche? Pas de questions. Apparemment pas, mais moi il y a Tom Craft qui avait une question qu'il a posée un peu plus haut que je vais lire. Donc il a entendu parler de la télomérase, qui est une protéine qui permettrait de reconstruire les télomères, qui est une des causes du vieillissement. Est-ce que tu as étudié à un quelconque moment dans tes travaux cette protéine ou la production de cette protéine? Alors, la télomérase, c'est une protéine, plus particulièrement une enzyme. Donc, effectivement, elle a bien un gène qui code quelque part pour elle. Et effectivement, en fait, dans mes réseaux, je retrouve cette protéine associée à d'autres gènes qui sont eux-mêmes connus comme... j'ai dit protéine. Je retrouve le gène correspondant à cette protéine avec d'autres gènes qu'on connaît comme associés au vieillissement. Donc c'est en partie c'est ça aussi qui me permet de valider en fait mes petits groupes de gènes, c'est que c'est cohérent ce que je retrouve. Donc oui, la télomérase, c'est une enzyme qui permet de rallonger les télomères, ou en tout cas en certaines concentrations simplement d'arrêter les processus de dégradation des télomères. Et si vous voulez tout savoir, en fait, dans le vieillissement, c'est pas encore vraiment utilisé complètement. Par contre, quand on fait de la biologie cellulaire et notamment de la culture, on peut utiliser ce qu'on appelle des lignées cellulaires. C'est en fait des cellules qui ont été immortalisées. Et un moyen d'immortaliser ces cellules, c'est de jouer avec de la télomérase dedans. Voilà. Merci pour cette info sur la télomérase qui est très intéressante. Alors, on a une question de Chuck, normalement. Ouais, alors du coup, pour le séquençage, oui. Du coup, pourquoi tu penses que c'est un petit peu spécial les séquençages qu'on propose au grand public, en fait?
Qu'est-ce Alors que tu là, penses des on sort de séquençages ma thèse. Ouais, complètement. Donc, alors là, attention, ça va être vraiment mon avis personnel. À vous aussi de faire des recherches là-dessus. Le Ça problème n'engage que toi. Ouais, exactement. Non, mais je mets tous les warnings nécessaires à ça. Bref, le problème en fait du séquençage comme ça. Alors petit 1, c'est pas l'intégralité de votre génome, donc c'est pas l'intégralité de votre ADN qui est séquencé. Ce sont au mieux uniquement les exons, donc en fait les parties qui produisent des protéines qui sont séquencées, parce que votre ADN c'est à la fois des introns et des exons, donc des zones qui sont traduites en protéines et ce qu'on appelait anciennement du junk DNA, mais on a découvert que c'était pas si junk que ça. Et au pire, c'est vraiment certains de ces exons qui sont comme des marqueurs, par exemple si ils sont intéressés par des populations, on sait qu'il y a certains gènes, certains allèles qui sont représentatifs de populations, ils vont vraiment aller séquencer ces tout petits bouts-là. Le problème que j'ai avec 23andMe et compagnie, c'est que le séquençage, ils le font, ils vous envoient les données, ils vous disent qu'ils détruisent les échantillons, et c'est vrai, ils détruisent les échantillons physiques, mais le problème c'est qu'ils gardent vos données. Et vos données, en fait, on peut se dire, ouais, bah c'est bon, on enlève notre nom qui est associé, et puis c'est bon, c'est anonyme. Sauf que votre génome, en fait, c'est votre identité. C'est pire qu'un nom de famille pour vous retrouver, pour savoir qui vous êtes. Et surtout, vous avez énormément d'informations dedans sur votre santé. Vous vous rendez pas compte, vous le savez peut-être même pas vous-même, mais vous pouvez être porteur d'une maladie génétique. Et eux, voilà, c'est ça, ce genre de choses. Et vous allez pas le savoir. Vous voulez peut-être ne pas le savoir. Je les mettrai dans le chat, en fait, un article du fameux blog dont je parlais, qui donnait un cas très particulier où ça a posé problème, en fait, de savoir qu'il y avait cette maladie dans une famille. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, tout va bien. Donc oui, ça pose des problèmes de ce côté-là. Et vos données, surtout, ils ne se contentent pas de les garder pour faire des analyses, par exemple, comme moi, dessus. Ils les revendent. Ils les revendent à des sociétés. Et ils les revendent à qui? Notamment à des assurances. Ok. Et quand vous demandez un prêt à votre banque, si jamais elle a des données sur vous, comment vous pensez que votre taux de remboursement il va être impacté? Ben voilà. Ouais. Et encore, ça, c'est qu'un simple exemple. Ouais. Et encore, ça, c'est pas une utilisation militaire. C'est ça. Ah oui, non, mais alors là, on part vraiment dans l'extrême. Donc bref, tout ça fait que je n'apprécie pas les sociétés de séquençage grand public, parce qu'elles ne prennent pas de précautions aussi. Tu sais, moi, j'ai mis énormément de warnings. Eux, il y a très peu de warnings aussi de ce côté-là. Il y a très peu d'informations. Mais par exemple, moi, j'aurais bien envie de me faire séquencer justement pour ce type de souci-là. T'as même des sociétés, je crois au Brésil. En France, il me semble que c'est toujours interdit. Enfin, du coup, Le séquençage ? Ouais, le séquençage. En fait, je me souviens qu'il y a quelques années, on pouvait pas. Alors, ce qui est particulier. Il fallait le faire au Brésil. C'est autorisé. En tout cas, à présent en France, c'est autorisé. Mais la seule différence, c'est que. Pardon ? Mais avant, c'était juste une autorisation, un truc médical. T'avais pas le droit pour. Alors ça, j'ai pas le détail, mais le gros un peu. Ouais, je crois. Ouais, désolé. Tu peux finir ta phrase, hein, comme quoi, mais après on va changer de personne. Ça marche, ça va être rapide. C'est juste que avant, 23andMe donnait un rapport médical de votre génome. Depuis, ça a été interdit. C'est peut-être à ça que tu pensais. Voilà. Ouais. Ok, merci. Ok. Je vois qu'on a une question encore de Oli, si tu veux bien. Yes. Moi, je reviens sur ton sujet de thèse. Tu disais, du coup, vous cherchiez des modules. Je me rappelle plus, modules qui fonctionnent ensemble. Et j'ai peut-être coupé cette partie, sûrement. Voilà. Comment tu prends en compte dans le modèle, est-ce que tu rajoutes un coefficient, par exemple, parce que tu dois prendre en compte les facteurs extérieurs, comme, je sais pas, les dérivés oxygénés qui sont produits par les mitochondries, ou parce que comme on sait que maintenant, dans le vieillissement cellulaire et pour les dommages ADN, les dérivés oxygénés, c'est souvent, participent en tout cas à la dégradation de l'ADN ou à détruire les chromosomes. Comment tu prends en compte les données issues de ce genre de données? Si on prend ton exemple, typiquement, je vais pas le
prendre en compte. Moi, ce que je vais avoir, c'est une empreinte de ce qui a été fait. L'expression, elle va être le témoin des processus qui ont eu lieu en amont. Enfin, s'il y a eu des processus en amont comme les oxygénations ou les méthylations dont on entend parler. Donc, je ne vais pas les prendre en compte expressément, mais du fait de la nature des données que j'ai, des quantités d'ARN que j'ai, je les analyse, je les prends en compte. Après, ce qui va se passer, c'est que tu parles de la mitochondrie, on peut faire un séquençage spécifique des ARN issus de l'ADN mitochondrial. Ça, c'est une possibilité, par exemple. Oui, effectivement, la mitochondrie, c'est un gros facteur dans le vieillissement. Ok, d'accord. Ouais. Je m'attendais à... Je m'attendais vraiment... parce que du coup, je vois mal comment tu intègres la donnée dans le modèle. C'est plus je chipote. Mais je l'intègre pas à proprement dit. Imagine un peu comme une pâte à modeler avec laquelle tu viendrais faire une empreinte, je sais pas, d'un... Qu'est-ce qui pourrait être solide? D'un Lego, tiens. Un Lego normal, ce serait notre peau jeune, elle est belle, elle est parfaite, elle fait bien mal quand tu marches dessus. Et un Lego un peu vieux où le plastique aurait été comme cassé, certains des petits boutons au-dessus auraient été usés. Moi, je vais venir faire l'empreinte avec ma pâte à modeler. S'il y a eu une oxygénation qui a usé, par exemple, le bitonio là en haut du Lego, tout ce que je vais savoir, c'est que y a un bitonio qui est usé. Je sais pas que ça a été particulièrement une oxygénation qui a entraîné ça. Ok, merci. Merci à toi. Je pense qu'on en est à la dernière question. Est-ce le cas? Je pense que cette question-là ira plus sur les discussions post-thèse en synthèse que sur les questions un peu rigoureuses comme celles qu'on fait ici. Du coup, je vais tous vous remercier, et toi aussi, pour avoir fait une super présentation. Merci à vous pour l'occasion. Moult applaudissements de la part du public, j'en suis sûr. Et du coup, je vous dis bonne soirée, et le jeudi prochain, ce sera Medvesi qui nous parlera de sa thèse sur une thèse en socio-anthropologie. Donc voilà, merci à vous tous, et à la semaine prochaine.